3 livres coédités par Radio France avec les éditions de l'Équateur. Polytechnicien converti à la littérature, il convoque ses deux vies dans son nouvel ouvrage Les chiffonniers de Paris, publié dans la bibliothèque illustrée des histoires chez Gallimard, où il revisite la figure du chiffonnier pour une autre histoire culturelle du 19e. Ce ramasseur de chiffons est présenté ici comme un observateur privilégié d'un Paris-pays en pleine transition vers l'industrialisation, d'une société où rien ne se perd, tout se transforme, y compris en littérature. Bonjour à vous, Antoine Compagnon. Bonjour. Les chiffonniers, rouage économique essentiel entre la première et la deuxième révolution industrielle, à la fois produit et représentant d'une époque. C'est comme ça que vous les présenteriez aujourd'hui ? Il a été un personnage central de la vie parisienne, et Paris c'est un peu la France, de l'activité économique, des représentations culturelles, de la vie politique également, pendant un gros milieu du 19e siècle. Et c'est ce moment-là que j'essaye, ce moment du chiffonnier que j'essaye d'observer. Et il est vrai que c'est un livre qui fait appel à beaucoup de disciplines différentes. Il y a de l'histoire économique, de l'histoire urbaine, de l'histoire sociale, de l'histoire politique, de l'histoire des représentations. C'est un petit peu un livre d'histoire totale. Alors le chiffonnier, c'est lui. On le voit dès la couverture du livre avec sa hotte et son pic. Qu'est-ce qu'il ramasse en fait ? Pas simplement des chiffons, contrairement à ce que son nom indique. C'était le cas peut-être au départ et puis ça s'élargit. Alors il est toujours représenté au 19e siècle, comme depuis le Moyen-Âge, avec une hotte sur le dos, un crochet dans la main droite, un bâton avec un bout de fer au bout et une lanterne dans la main gauche puisqu'il travaille pour beaucoup la nuit dans les rues de Paris. Alors le chiffonnier, comme son nom l'indique, c'est celui qui ramasse les chiffons. Et les chiffons ont beaucoup de valeur. Il y a une échelle des prix des chiffons parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de produire du papier et que le 19e siècle est de plus en plus vorace. L'imprimerie se développe, la presse, l'éducation, on lit de plus en plus et on ne sait pas comment fabriquer le papier encore avec la cellulose du bois. Donc le chiffonnier est un agent de la modernisation de la société française au 19e siècle, même si c'est un homme de l'Ancien Régime et qui remonte à très loin dans le temps. Alors, vous l'avez dit, il ramasse pour l'essentiel les chiffons, parce que le chiffon est précieux. Une autre denrée précieuse au 19e siècle, ce sont les os. En anglais, c'est le rag and bone man. Le chiffon et l'os ont de la valeur parce qu'avec les os, on fait le phosphore des allumettes. Il n'y a pas encore d'autres moyens de produire des allumettes. Ce ne sont pas encore les allumettes suédoises de la fin du siècle. L'os est indispensable pour beaucoup d'usages, pour faire ce qu'on appelle le noir animal, qui sert à filtrer. Le sucre est blanc. Depuis le blocus continental, depuis qu'on produit le sucre avec de la betterave, le jus de betterave, c'est pas très beau. Le sucre est blanc grâce au noir animal produit par la calcination des os ramassés dans les rues de Paris. Donc, et des os de qui, de quoi ? Les os de tout ce qui est mangé par les Parisiens, c'est-à-dire les poulets, les lapins, les chats, parce que très souvent on fait passer des chats pour des lapins, et puis tout ce qui est dans la ville de Paris, c'est-à-dire les ânes, les chevaux, les mulets. Dans une grande ville comme Paris, il y a des animaux partout. Les abattoirs ne sont pas encore centralisés. Et puis on dit même que les os des catacombes ont parfois servi à produire du noir animal. Alors on n'était pas encore au 19e dans cette philosophie qui nous a gagné un peu aujourd'hui, celle d'un monde sans déchets, mais on était quand même déjà dans cette idée qu'il fallait récupérer, que rien ne se perd, tout se transforme. Pourquoi l'époque, plutôt faste, portée par le progrès industriel, s'est mise en tête de tout ramasser, récupérer, de redonner vie au rebut, comme en temps de disette ? On ramasse tout et on recycle tout parce qu'il n'y a pas encore de substitut. Il n'y a pas de substitut aux eaux pour produire le phosphore ou autre chose, ou les boutons qu'on fait aujourd'hui en plastique après la bakélite. Il n'y a pas de substitut au chiffon pour faire du papier. Et donc, il n'y a pas d'engrais, on récupère la boue de Paris une fois que le chiffonnier est passé, et la boue est vendue aux maraîchers de l'Île-de-France pour produire des asperges ou du vin.
C'est parce qu'en fait, c'est la chimie qui est en retard pendant le 19e siècle. La première révolution industrielle, elle est mécanique, et tant qu'on n'a pas de substitut à tous ces produits, c'est au fond la chimie organique qui permettra, à la fin du siècle, de se débarrasser du chiffonnier. Et il y a une date qui est très précise pour dire lorsque le chiffonnier disparaît du cycle économique, c'est l'invention de la poubelle en 1883 par le préfet qui lui a donné son nom. Et les chiffonniers protestent en 1883 parce que dans une poubelle, alors qu'avant c'était le tas d'ordures, dans une poubelle tout est mêlé, les chiffons sont souillés, les os sont brisés, mais les chiffonniers sont obligés de céder, ils sont vaincus par le préfet de police parce que, au fond, on n'a plus vraiment besoin d'eux à partir des années 1880. Alors jusque-là, le chiffonnier homme à tout faire du 19e, c'est un peu comme ça que vous le présentez, témoin historique aussi privilégié, que l'on ne soupçonnait pas jusqu'ici, qui nous permet peut-être de porter aussi un regard neuf sur ce siècle, en adoptant son point de vue, celui du chiffonnier. Vous l'expliquez, le chiffonnier, c'est l'homme de la borne, l'homme de la boue et l'homme des voiries immondicielles, pour reprendre les mots de Victor Hugo. Pourquoi ces trois angles ? Alors je dirais que lorsque j'ai commencé à m'intéresser au chiffonnier, je ne savais pas qu'en tirant ce fil, le 19e siècle s'exposerait de cette manière, qu'on toucherait à tout. Alors là, vous évoquez ce qu'était la ville de Paris, mais les autres villes aussi, avant les travaux d'Haussmann, enfin les travaux qu'on identifie à Haussmann, mais qui ont commencé un peu avant, cette ville qui était sans trottoir. Et avant le trottoir, il y avait donc des bornes le long des murs, un ruisseau central, et ces bornes avaient différentes fonctions, de protéger les murs des voitures, de protéger les piétons qui se réfugiaient contre elles lorsque les voitures passaient, parce que Paris était une ville dangereuse, et enfin de servir au dépôt des ordures. Et bon, je me suis aperçu en faisant ce travail que l'expression borne, coin de la borne, était omniprésente dans la littérature du 19e siècle, dans le roman, dans la poésie, et que, au fond, on n'avait pas véritablement pris la mesure de ce lieu central de l'époque. La borne, c'est là où l'on représente toujours l'ivrogne. Dans la rue de Paris, il est appuyé au coin de la borne. Victor Hugo l'a décrit quelque part comme l'oreiller du pauvre. Et puis la borne, c'est aussi le lieu de la prostitution. C'est là où la prostituée, lorsqu'elle a été dégradée depuis courtisane jusqu'à prostituée de rue, elle est assise sur la borne. Donc la borne est vraiment un lieu très important de la culture du 19e siècle, un lieu qui a été totalement oublié. C'est aussi le lieu où l'on abandonne les enfants. Le chiffonnier est celui qui trouve les enfants abandonnés et qui les emmène aux enfants trouvés. À l'hôpital, les enfants trouvés. Mais qu'il ne les met pas dans sa hotte, quand même. S'il les garde, il y a tout un mythe des enfants, en général des filles, qui sont élevées par des chiffonniers. De temps en temps, il garde un enfant trouvé, l'élève, et bien sûr, on découvre, lorsqu'elle est jeune fille, que son père était un grand aristocrate qui est à sa recherche depuis sa naissance. On a vraiment l'impression, en voyant votre livre, en lisant votre livre, en regardant les belles illustrations aussi, que Paris est vraiment un endroit totalement différent au niveau de cette organisation précisément, de la propreté en général. Vous décrivez des situations de cloaques absolument incroyables du côté des buttes de Chaumont, je crois. Tout ça sentait extrêmement mauvais. On a l'impression vraiment d'être dans un autre monde, alors que bon, le 19e siècle n'est pas si éloigné que ça, nous semble-t-il, et pourtant que le vécu devait être très différent. On a du mal à imaginer ce qu'était Paris avant les travaux qui ont commencé sous la monarchie de Juillet et se sont poursuivis sous le Second Empire. Bon, alors ces travaux, aujourd'hui, on les critique souvent, ces grandes avenues tracées par Haussmann, mais il faut imaginer que c'était une ville où il y avait très peu d'égouts, parce qu'on parle des boulevards, mais on oublie les centaines de kilomètres d'égouts qui ont été construit dans Paris à la même époque. Paris était très en retard sur Londres dans l'hygiène au milieu du 19e siècle. Et puis, il y avait
N'oublions pas que c'était un petit Paris, c'était la barrière des fermiers généraux, donc c'était les arrondissements centraux. Et dans ce Paris, eh bien, il y avait une très grande misère. N'oublions pas que Paris a été malade de choléra à de très nombreuses reprises au XIXe siècle. Il y a un choléra très célèbre de 1832, où le Premier ministre Casimir Périer meurt. Et puis, je dirais que le dernier grand épisode qui a fait provoquer le souci d'hygiène, c'est la Commune. Pendant la Commune, eh bien, Paris ne pouvait plus évacuer ses déchets. Donc, c'est aussi ce qui explique la disparition du chiffonnier dans la décennie qui suit la Commune et les débuts de la Troisième République. On est après le tableau de Paris de Mercier. Ça raconte cette ville, effectivement, entre boue aussi et saleté. Et quel rôle va avoir du coup ce chiffonnier? Est-ce qu'il est aussi, en dehors d'être le récupérateur, une sorte de boussole dans ce Paris populaire? Alors, il est un agent de la propreté, hein, et c'est pourquoi la préfecture de police s'intéresse beaucoup à lui. En 1828, il y a un arrêté du préfet de police qui réglemente la chiffonnerie pendant tout le siècle, le nombre de ses tournées, les horaires, qui l'oblige à être enregistré et médaillé. Et il est donc un personnage très présent dans la capitale, ce qui explique aussi qu'il soit tellement représenté dans la caricature. Ce qui est fascinant, ce que j'ai découvert en faisant ce livre, c'est que j'aurais pu mettre des centaines et des centaines d'illustrations. Il est représenté partout, et de même que dans la littérature et dans la poésie, il est là, eh bien, tout le monde l'a rencontré. Alors, il y a beaucoup de mythes qui entourent ce personnage, parce que c'est un métier sale, c'est un métier ignoble, mais on a l'impression qu'il faut aussi l'encourager, puisque l'on a besoin de lui. Et je crois que c'est ce qui explique la présence de tous ces mythes. Il y a le mythe du chiffonnier philosophe. Tout le monde a rencontré un chiffonnier qui parle grec et latin. Alors ce mythe-là, il signifie que le chiffonnier a choisi ce métier, cette activité, par goût de la liberté. Il ne veut pas de patron, contrairement à l'ouvrier. D'ailleurs, dit-on, au XIXe siècle, un chiffonnier gagne 2 fois de plus qu'un ouvrier. Alors, c'est le chiffonnier philosophe. Et puis, il y a l'assimilation du chiffonnier et du poète. Le poète a besoin du chiffonnier qui récolte le papier. C'est ce que Mercier signalait déjà. Il est l'un des premiers dans son petit chapitre sur les chiffonniers, a insisté sur le fait que Voltaire, Rousseau, Diderot ont besoin du chiffonnier pour écrire leurs chefs-d'œuvre. Et puis le chiffonnier a besoin de l'écrivain pour recycler les invendus. Et il y a donc ce couple du chiffonnier et de l'écrivain qui fait que pendant toute l'époque, on représente le chiffonnier, l'écrivain en chiffonnier. Alors, Mercier, Louis-Sébastien, pas Antoine Mercier, qui est à nos côtés, cher Antoine Compagnon. Vous en faites, à l'instar de Jean Starobinski, une sorte de portrait de l'artiste en saltimbanque. Là, c'est ici une sorte de portrait du poète en chiffonnier, faisant de ce dernier un témoin presque métonymique de l'histoire culturelle du 19e. Écoutez ce qu'on disait à propos de ce rôle aussi de bouffon, Jean Starobinski, historien des idées et théoricien de la littérature. Son livre, L'artiste, portrait de l'artiste en saltimbanque, apparu en 70. Si l'artiste du XIXe siècle revêt si volontiers l'aspect, la défroque, le masque du bouffon, du saltimbanque, de Pierrot, c'est parce que dans la tradition littéraire, dans la tradition théâtrale, songez à Shakespeare en particulier, le bouffon est placé d'une façon toute particulière. Il ne revêt aucun des rôles fonctionnels directs du pouvoir. Il est une sorte de contradicteur du pouvoir, mais de contradicteur rituel. Sa livrée, son habit de fou, sa marotte, le désigne comme celui qui est hors jeu, comme le joker, n'est-ce pas? Celui qui est hors jeu et qui, de ce fait, a le droit de parole le plus complet. Il représente, dans une société tout à fait hiérarchisée, disons, un peu ridiculement, cette soupape de sûreté qu'est la possibilité d'exprimer le désordre, le chaos,
le refus de l'ordre, de la façon la plus libre. Vous racontez, Antoine Compagnon, dans cet ouvrage, Les chiffonniers de Paris, paru chez Gallimard, aussi les destinées allégoriques de ces chiffonniers. Vous nous dites qu'il personnifia à un moment ou un autre, tour à tour, une sorte de double du monarque, d'un extrême à l'autre, conformément au proverbe « les extrêmes se touchent ». Puis Satan, lors du jugement dernier, la mémoire ou la mort, qui emporte et conserve tout, je vous cite, jusqu'à devenir pour certains l'âme sœur du poète. C'est d'ailleurs le point de départ de cet ouvrage, la dissémination du chiffonnage dans l'imagination de Baudelaire. Qu'est-ce qu'il était pour le poète, le chiffonnier? Un camarade, un complice, une sorte de double allégorique? Pourquoi s'intéresse-t-il tant à eux? Pour le chiffonnier est une sorte d'alter ego du poète, à la manière du saltimbanque tel que Jean Starobinski le décrivait. Starobinski utilisait l'expression de répondant allégorique. Le saltimbanque est à ses yeux un répondant allégorique du poète, notamment Baudelaire. Il me semble que le chiffonnier est un autre de ces répondants allégoriques essentiels du poète au XIXe siècle. D'abord parce que, je dirais, il fréquente les mêmes lieux. Ce sont deux flâneurs. Le poète est un dandy qui se promène dans Paris, et le chiffonnier est le modèle du flâneur populaire. Le chiffonnier marche, il marche tout le temps dans Paris à la recherche des chiffons ou de ces objets de valeur, comme le chiffonnier, comme le poète, dans le poème de Baudelaire, Le Soleil, dans Les Fleurs du Mal, se promène à la recherche des rimes avec son crochet. Et il accroche les rimes au coin des pavés. Donc il y a cette grande assimilation du chiffonnier et du poète. Elle n'est pas propre à Baudelaire, puisque je montre des images qui traversent tout le siècle des caricatures, où le poète est assimilé, où l'écrivain est assimilé au chiffonnier. Et puis, qu'est-ce qui les rapproche encore? Je dirais que c'est le vin, c'est le cabaret. Le chiffonnier a la réputation d'être toujours ivre. Et le poème de Baudelaire qui le met en scène le plus franchement, c'est Le vin des chiffonniers, un poème très ancien que Baudelaire a beaucoup réécrit. Et Baudelaire a connu des chiffonniers par son ami Privat d'Anglemont, qui a écrit beaucoup sur les chiffonniers. Il a fréquenté un caricaturiste, le plus célèbre caricaturiste des chiffonniers, celui qui s'appelle Traviès. Bon, il y a beaucoup de caricatures des chiffonniers, Daumier, Gavarni, mais en couverture du livre, c'est Traviès, parce que Traviès est vraiment le caricaturiste des chiffonniers. Baudelaire l'a connu, l'a fréquenté dans un cabaret où tous ces hommes se retrouvaient, un cabaret qui était à la barrière du Maine. Oui, où est-ce qu'elle est la barrière du Maine? Devant la gare Montparnasse. Cette gare qui était en panne hier, il n'y a plus de cabaret, mais c'était là, sur l'esplanade entre la gare et la tour. Bon, s'il y avait le cabaret, c'est là qu'auraient pu se rendre tous les voyageurs en rade. En quoi le chiffonnier est-il l'image même du XIXe siècle, selon vous? Il est l'image du XIXe siècle parce qu'il est omniprésent. Il représente à la fois le passé. C'est un homme du passé. On le représente comme les petits métiers de Paris depuis toujours. Et puis en même temps, j'essaye de dire que je crois que c'est un agent de la modernisation de la société. C'est un agent de la transformation de la société. Il rattache le 19e siècle à la fois à l'enracinement dans l'Ancien Régime et à la modernité industrielle, à l'éducation, à la lecture. Sauf qu'il va lui-même être pris ensuite par le progrès. Lui-même sera éliminé ou transformé, puisqu'il y a toujours des hommes et des femmes que l'on appelle chiffonniers, avec la seconde révolution industrielle qui est celle de la chimie. Ensuite, il représente j'essaye de montrer qu'il est une personnification au XIXe siècle de la roue de la fortune. Pourquoi représente-t-il la roue de la fortune? Eh bien parce que beaucoup de ceux qui s'intéressent aux chiffonniers au XIXe siècle, nous disent, sociologues, politiques, nous disent on ne pourrait jamais faire ce métier si l'on n'avait pas le mythe ou le rêve de trouver le trésor dans les ordures, l'or dans l'ordure. Comme Baudelaire dira à Paris, vers célèbre,
tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. Transformer la boue ou l'ordure c'est arrivé quand même. en or. C'est arrivé qu'on a trouvé des trésors. Alors voilà, les chiffonniers, nous dit-on, rêvent toujours de trouver un billet de 1000 francs. Il y a une pantomime qui s'appelle Le billet de 1000 francs, ou le couvert en argent dans l'ordure. Alors s'il trouve un objet de telle nature, il est censé le rapporter au commissariat. Sans doute ne le fait-il pas toujours. Mais il y a là un mythe de la roue de la fortune, cette roue que l'on descend beaucoup plus souvent que l'on ne la remonte. Et c'est vrai que le chiffonnier est assimilé dans beaucoup de représentations au roi, puisqu'il est un peu le bouffon. Comme Starobinsky nous parlait du bouffon, il y a une dimension carnavalesque du chiffonnier. Lorsque l'on a des revers de fortune, on devient chiffonnier. Et le roi est représenté comme celui qui a perdu sa couronne dans l'ordure. Et, je montre des caricatures de Napoléon après Waterloo, avec son épée à la place du crochet du chiffonnier, cherchant sa couronne dans les tas d'ordures de Paris. Et c'est une représentation qui court tout le long du siècle. Lorsqu'on représente le chiffonnier avec cette hotte, on voit très souvent de la hotte une couronne qui dépasse. Ce qui nous montre bien, le cycle, tout se perd, tout se transforme, y compris cette couronne. Mais d'ailleurs, vous dites, ce qui est intéressant, c'est qu'il avait plutôt bonne réputation. En tout cas, il y avait un romantisme qui entourait ou auréolait la figure du chiffonnier sur les planches ou dans le roman. On le présentait souvent comme un être aussi philosophe, plutôt sage. Mais dans l'opinion publique, dans le regard du peuple, il y a de la méfiance. Et sans parler aussi de la manière dont les bourgeois regardaient cette horde de sauvages que pouvaient être les chiffonniers. Vous faites le lien avec ce lumpen prolétariat, le prolétariat en chiffon qu'on a bien connu par la suite. C'était des êtres de chair et de sang qui sont devenus des légendes, mais qui n'ont pas toujours été bien perçus, y compris dans le regard populaire. En effet, il y a une légende du bon chiffonnier. Le chiffonnier philosophe, le chiffonnier qui parle grec et latin, le chiffonnier qui recueille les enfants trouvés et qui les élève. On trouve cela dans la littérature, dans les images. Et il y a aussi une réalité du métier auquel certains sont sensibles, comme l'ami de Baudelaire, Privat d'Anglemont. Cette réalité du métier, c'est en effet une population marginale, mais une population qui, d'une certaine manière, peut faire fortune. Curieusement, il est le modèle de ce qu'on appelle le petit industriel. Il est son propre patron. Il est un auto-entrepreneur. C'est une petite entreprise que la chiffonnerie. Donc, il est valorisé au titre du capitalisme montant, comme le modèle du petit capitaliste. Un chiffonnier commence comme coureur dans les rues de Paris, et puis il peut devenir entreposeur, et puis il peut devenir papetier, puis il peut devenir banquier. Donc, il y a beaucoup de légendes. Mais nous n'avons pas encore parlé des chiffonnières, parce qu'après tout, les statistiques nous apprennent, les statistiques de la police nous disent qu'un tiers des chiffonniers sont des chiffonnières. Et en effet, on touche là à une population déclassée, puisque dans les représentations populaires, les chiffonnières sont associées à la courtisanerie. Ce sont des courtisanes en fin de carrière. Et il y a là un schéma qu'on retrouve partout dans la littérature et dans les images. Et nous n'avons pas non plus parlé de la dimension religieuse et sacrée que vous évoquez dans ce livre, Les chiffonniers de Paris, Antoine Compagnon, parce que le chiffonnier ne trouve pas que des pièces d'or, des couronnes et des bébés, voire des chiffons dans les rues de Paris. Comme le diable, il trouve et ramasse les âmes des méchants dans les tas d'ordures que le genre humain dépose au coin de toutes les grandes vérités terrestres ou divines. Ça, c'est Victor Hugo, extrait du Rhin, 1842. Vous êtes avec nous jusqu'à 13h30. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. À la fin du 19e, qui veut la peau du chiffonnier ?
Eugène Poubelle, ça ne s'invente pas. Les poubelles vont arriver, remplacer les chiffonniers et les arbres vont peut-être aussi produire mieux que le chiffon cette fabrique du papier. Ils sont donc passés d'émissaires à bouc émissaire de leur temps finalement, ces chiffonniers. Aujourd'hui, on les regarde étrangement. Vous écrivez « Le refoulé du monde moderne fait aussi retour dans la littérature. Celle-ci devient le conservatoire des objets rendus obsolètes par le progrès. » En creux, en quoi cette histoire des chiffonniers nous aide-t-elle à penser la modernité? Bien d'abord, je crois qu'elle nous montre que ce grand adage du 19e siècle, c'est vraiment Victor Hugo. Vous avez cité tout à l'heure Victor Hugo, c'est lui le plus grand chiffonnier du 19e siècle, c'est lui qui s'intéresse partout, dans les châtiments, dans les Misérables, aux chiffonniers et à la chiffonnière. Eh bien, c'est lui qui a fait de cet adage tout se transforme, tout doit être transformé. C'est ce vitalisme du 19e siècle qui est important avec Victor Hugo. Je crois que ce que cela nous montre, c'est qu'au fond, la parenthèse du gaspillage n'aura duré qu'une centaine d'années. Jusqu'aux années 1880, dans une ville comme Paris, tout est recyclé. À 100%, et presque plus qu'à 100%. Rien n'est perdu. 1880. 1880. Et puis, ça a duré à peu près un siècle, et nous sommes de nouveau entrés dans une période du recyclage, de ce qu'on appelle l'économie circulaire, où on essaye de produire et de reproduire avec tout ce qui est jeté. Et je crois que ça nous donne à penser qu'au fond, dans la longue durée qui nous rattache à l'Ancien Régime, il y a une assez grande continuité par-delà cette parenthèse du gaspillage industriel. Relire le 19e siècle pour mieux comprendre notre temps, c'était aussi le projet de François Jarige, La modernité désenchantée. Écoutez ce qu'il en dit. C'est en cela que quand vous dites qu'on sort le 19e siècle de lui-même et de ses propres catégories, je ne suis pas complètement d'accord parce qu'en fait, on essaye de recontextualiser les catégories. Donc on essaye de faire rentrer en fait, le 19e siècle dans lui-même pour le sortir des lectures myopes ou idéologiques qui ont modelé l'écriture de ce siècle durant tout le 20e siècle. Et donc, d'une certaine manière, paradoxalement, en retrouvant les catégories même des contemporains et la complexité de ces catégories et des débats qui travaillaient à cette période, en réalité, on retrouve nos propres débats, nos propres catégories parce que, évidemment, le titre est « La modernité désenchantée ». Ça parle de nous. On vit dans un moment de modernité désenchantée. Et ça parle aussi d'eux. C'est-à-dire qu'ils ont vécu ce siècle de la modernité, travaillant en permanence par le désenchantement. Croire que le 19e siècle était univoque, ça serait une erreur. Alors, est-ce que c'est là une nouvelle histoire du 19e siècle que vous nous proposez à votre tour, Antoine Compagnon ? Écoutez, ce qui était nouveau pour moi dans ce livre, c'est de m'intéresser à quelque chose comme la culture matérielle, d'essayer de comprendre la littérature, et je crois qu'il y a beaucoup de vers de Baudelaire que je ne comprenais pas de cette manière, ou que l'on ne comprenait pas bien, avant de réaliser qu'il y avait non seulement un écosystème du chiffon qui le préoccupait, mais vraiment un système symbolique. Parce que ce système de la chiffonnerie, il s'exprime en mots, borne, coin de la borne, crochet, en métaphore. Il y a là tout un lexique, tout un réseau de métaphores auxquelles on n'avait pas prêté suffisamment garde. Donc oui, je pense qu'on peut d'une certaine façon entreprendre une nouvelle histoire de la littérature française et des représentations à partir, et j'ai envie de dire, d'une culture matérielle que nous avons totalement oubliée, puisque c'est ça qui est assez fascinant, c'est pas si loin que ça. Et pourtant, je me suis aperçu que tout ce système lexical et métaphorique était oublié de la langue française, au fond, avec la grande rupture de la guerre de 14. Le vocabulaire de la chiffonnerie reste présent encore chez Péguy jusqu'à la guerre de 14, et puis ça disparaît complètement de la langue et donc des représentations. Oui, parce que c'est presque une métaphore de la littérature, finalement, ce que vous faites aussi, Antoine Compagnon. Comme le chiffonnier, on peut dire que la littérature collecte, que la littérature ramasse, que la littérature composte.
Bien sûr. Et au fond, ça me renvoie à mes premiers travaux, puisque j'avais fait une thèse il y a une quarantaine d'années, malheureusement, qui était intitulée « La seconde main ou le travail de la citation ». C'était déjà de la chiffonnerie. Alors je peux dire que il y a une certaine continuité dans ma curiosité pour les restes avec lesquels on fait la grande littérature. Et ça, c'est Hugo ou c'est Baudelaire. Ou c'est Baudelaire, mais c'est aussi Walter Benjamin, que vous citez très souvent. Benjamin, pour quelle raison? À qui il faut rendre hommage, parce qu'il s'est intéressé aux chiffonniers dans les années 1920-1930, et le point de départ de ce livre, c'est lui et un léger désaccord avec lui, puisqu'il prenait prétexte de la familiarité de Baudelaire avec le chiffonnier pour faire de Baudelaire un révolutionnaire à travers toute sa vie. Et je crois que c'est un peu exagéré, parce que le chiffonnier, pour moi et pour les contemporains, n'était pas un agent de révolution, mais plutôt un homme de l'ordre. Lorsque il y a du désordre, eh bien, l'activité du chiffonnier est interrompue. Il est au chômage technique. Donc il était de droite. C'était un auto-entrepreneur. C'était un auto-entrepreneur et comme on le voit, c'était très longtemps des anciens soldats, des grognards. Ils étaient plutôt du côté de l'ordre, les chiffonniers. Bien qu'ils soient quand même des marginaux sociaux. Des marginaux, des repris de justice, des anciens soldats ou des anciennes courtisanes et prostituées, mais largement complices des autorités. Voilà, les choses n'ont jamais réellement fait leur temps. C'est ce qu'on apprend avec vos chiffonniers, les chiffonniers de Paris, signé Antoine Compagnon, un ouvrage paru à la Bibliothèque illustrée des histoires chez Gallimard. Un grand merci à vous, Antoine Compagnon, d'être venu autour de cette grande table aujourd'hui. Je rappelle qu'on pouvait vous suivre en Facebook Live. La vidéo sera à retrouver sur la page de la grande table sur le site franceculture.fr. Chaque jour, quand une grande table se referme, elle se rouvre immédiatement sur franceculture.fr, où vous pouvez également nous écrire. À la programmation préparation, Claire Maillot et Chloé Leblond, Clémence Marie et Henri Leblanc, assistés, aidés de Bertie Bourdon et de Maxime Morin. À la réalisation aujourd'hui, Charlotte Roux avec Élise Leu. Je vous souhaite une très belle après-midi à tous sur France Culture et je vous dis à demain.